Le club de la finance, autrement avec celui dont on parlait avec Olivier Marié il y a de cela quelques instants, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management, Arnaud Faller. Arnaud, bonjour. Bonjour Jean-François. Avec nous également le fondateur de Sycomore Asset Management, Aymeric Préaubert, bonjour. Bonjour Jean-François. Et le directeur de la gestion d'Ecofi, Olivier Guillot. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors naturellement, on va parler finances durables, c'est ce qu'on a mis dans le titre, qu'on me donne l'envie. Mais naturellement, vu la situation des marchés, on va revenir un peu sur votre perception de ce qui s'est passé sur les marchés. Olivier, je commence avec vous. La situation sur les taux s'est fortement tendue. Elle s'est considérablement dégradée, on n'en est pas sorti probablement. Donc il y a plusieurs événements qui expliquent cette situation. Donc c'est clairement évidemment la politique des banques centrales qui avait espéré longtemps réduire l'impact de l'inflation par la réduction de l'offre. Et on a basculé à partir de l'été sur une stratégie différente qui est beaucoup plus douloureuse pour tout le monde, hein, les épargnants, mais également les travailleurs, de destruction de la demande. Et donc ça a une conséquence assez dramatique puisque les taux progressent, les taux courts des banques centrales sont en forte progression. Et on n'est pas à la fin de ce cycle. Et donc, il y a un impact assez fort sur le niveau des taux d'intérêt à long terme pour faire ralentir l'économie. Aymeric, est-ce que les banquiers centraux n'ont pas perdu la main? Franchement, Jérôme Powell, l'inflation temporaire, etc. Et puis là, que je te cogne des 75 points de base à chaque fois, ils sont encore crédibles? Moi, je trouve qu'au contraire, ils sont en train de reprendre la main. Et que ce que l'on vit aujourd'hui est évidemment très douloureux, que ce soit sur les taux et aussi les actions et la plupart des classes d'actifs. Mais c'est, à mon avis, c'est essentiel d'agir et d'agir de manière forte. Je pense quand même, si on prend un petit peu de recul, que l'on retrouve une situation qui finalement est un retour à la normale. Ce qu'on vivait depuis maintenant plusieurs années avec des taux négatifs, alors je sais que certains expliquaient que c'était normal, qu'on pouvait justifier tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de bon sens et que cette situation de taux négatif était complètement hors norme et aberrante. Et aujourd'hui, on retrouve la normalité. Les taux négatifs, on parle desquels? Des nominaux ou des réels? Les deux. Les deux, les réels étaient négatifs. Alors ils sont et les taux courts qui sont restés jusqu'à une époque tout à fait récente en Europe, négatifs. Alors cet ajustement sur les taux, Olivier vient d'en parler. Il y a évidemment un impact qui est massif sur les marchés d'actions, parce que le paradigme de se dire finalement les taux sont tellement bas qu'on peut presque justifier des niveaux de valorisation, je ne vais pas dire infinis, mais des PER extrêmement élevés. Là, la fête est finie. Et je dirais qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même regarder les choses de manière assez rationnelle, c'est qu'il y a toute une partie de la cote, je parle des actions, qui est aujourd'hui revenue à des niveaux vraiment intéressants. Juste là-dessus, j'entends ce que vous dites, Aymeric. Moi, j'ai quand même un truc qui me surprend, c'est que, pour être honnête, j'ai tendance presque à penser que les marchés actions n'ont pas beaucoup baissé par rapport au mouvement qu'on a eu sur les taux. Et surtout, j'entends des messages qui sont assez contradictoires. J'entends un message macroéconomique qui n'est pas bon, la récession, etc. Puis j'entends un message microéconomique qui dit « Ah ben les entreprises se portent bien ». Effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avant de rentrer durablement dans le marché action, il va falloir que les deux anticipations macro et micro convergent. Aujourd'hui, la macro, en gros, à chaque fois qu'il y a un ralentissement marqué, voire une récession, on anticipe des contractions de bénéfices au moins de 10%. En revanche, côté pour l'instant, les analystes, ils n'ont pas fait leur travail de révision. Ils attendent probablement la saison de résultats qui va venir. Mais pour 2023, ils voient encore des progressions de bénéfices. Donc, on va avoir des marchés plus sains, mais pas avant cette confrontation entre la macro et la micro. Alors, pas forcément jusqu'à 10%, mais la micro a besoin de réviser en baisse les bénéfices anticipés parce que devant nous, on va quand même avoir des difficultés. Oui, Aymeric. D'ailleurs, le discours micro, je ne partage pas tout à fait votre analyse. Il a changé très récemment. Je parle du discours des entreprises qui, effectivement, on peut dire jusqu'à l'été, était assez rassurant, en disant finalement les choses vont bien, on arrive à passer des hausses de prix pour compenser l'énergie. Enfin, un discours globalement que je trouvais assez lénifiant.
Et là, depuis la rentrée, et ça, je trouve ça plutôt positif, les entreprises disent désormais, la situation est très complexe. On connaît les problèmes, l'énergie, les chaînes logistiques d'approvisionnement, l'inflation salariale. Et c'est pas simplement en passant des quelques hausses de prix qu'on va s'en sortir. Et enfin, et la demande, puisqu'on parle beaucoup de récession, c'est impossible de prédire une récession, mais ça fait partie, je dirais, des possibilités, voire des probabilités assez élevées, donc une demande qui chute. Donc on a des coûts qui montent, une demande qui chute. Je ne sais pas si c'est 10% la baisse des profits, mais pour moi, en 2023, on doit faire un ajustement énorme sur les profits. Comme on l'avait vu en 2008, où pendant très longtemps, les entreprises disaient le consensus a été très lent et les profits ont baissé de 40 à 50%. Je ne pense pas que ce sera autant l'an prochain, mais ce sera probablement très fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais peut-être compléter ce que je viens de dire quand je disais qu'il y avait des niveaux qui étaient intéressants sur les marchés d'actions. Il faut peut-être préciser les choses. Sur le plan des valeurs de croissance, étant donné le changement complet de l'environnementaux, je considère que l'ajustement qui a été fort, la baisse a été forte, n'est pas terminé, n'est pas suffisant. Et tant que les banques centrales, et ça c'est les banques centrales qui parlent, elles ne sont pas arrivées au terme de leur mouvement, je pense que le de-rating des valeurs de croissance, la grande majorité des valeurs de croissance va se poursuivre. Ensuite, sur tout le reste, pour schématiser ce qu'on peut appeler la value, les cycliques, les valeurs industrielles, en termes de prix intrinsèques, je pense que les prix sont bons, franchement. Ils sont aujourd'hui attractifs. Sauf qu'on en revient à ce qu'on vient de dire, à partir des chiffres du troisième trimestre qui vont être publiés dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, il va y avoir énormément d'ajustements à la baisse. C'est les chiffres du T3, du T4 l'an prochain. Et malheureusement, même si un prix d'action est faible, quand une société déçoit au moment de sa publication, en général, ça ne monte pas. Donc on aura encore, je pense, jusqu'à mi-2023, des marchés d'actions qui vont être très difficiles. Tout le débat entre prix et valeur. Olivier Guillou, votre sentiment, vous, sur les actions et sur la valo, vous faites la même distinction entre guillemets, potentiel de baisse supérieur sur les valeurs de croissance aux valeurs autres? Parce qu'on ne sait pas trop si c'est que des values, des cycliques, etc. On va dire donc non croissance, non catalogué croissance. Sur le déterminant des taux, en fait, ce que nous on attend, c'est que on ait sur un horizon plus proche, d'ici la fin de l'année, une vision de l'atterrissage, donc du fameux taux pivot de la part des banques centrales. Je crois même que les événements récents, les craintes qu'on a sur le système financier font que on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc ça peut limiter quelque part l'effet négatif de valorisation sur les valeurs de croissance. Au-delà de ça, après... Je traduis quand même ce que vous venez de me dire. Vous venez de me dire, les banquiers centraux vont tellement flipper sur le système qu'ils vont se calmer un peu. C'est une possibilité. Ça reste une possibilité. C'est pas la Banque centrale d'Angleterre, c'est ce qu'elle a fait. Ça reste une possibilité, mais on s'écarte un peu du jugement fondamental. Sur le jugement fondamental, oui, fatalement, il y aura encore un effet retard dans les prix, puisque l'atterrissage, on l'a vu sur les perspectives bénéficiaires, n'est pas encore accompli. Donc plutôt, effectivement, sur les valeurs cycliques, par exemple, nous, on est plus prudent à court terme par rapport à ça, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus sur la capacité de produire, finalement, au-delà de réaliser des bénéfices. C'est l'outil productif qui est impacté par la hausse du prix de l'énergie. OK, on est en train de parler de marché. Moi, je voudrais, comme notre débat est quand même sur la finance durable, comme dans chacun de ces clubs de la finance autrement, je voudrais essayer de vous poser à chacun une question très simple, structurelle, sur votre offre, et notamment pour savoir s'il y a des biais structurels, valeurs de croissance dans votre offre. Arnaud Faller, l'offre chez vous, elle est très largement tournée autour des thématiques, que ce soit l'alimentation, le climat, la disruption, la tech, etc. Donc est-ce que structurellement, dans votre offre, dans les sélections de valeurs, il y a un biais valeur de croissance? Globalement, il y a un biais de valeur de croissance, mais on a pu le tempérer un peu parce qu'il y a la place pour maintenant, y compris pour des raisons de valorisation, pour faire un peu plus de value. Et il y a certains fonds où il y a un biais value, au contraire, dans l'autre sens. On y reviendra. Par exemple, sur l'hydrogène, on a en tête que l'ensemble de l'écosystème hydrogène, ce n'est pas que des valeurs d'hypercroissance. Il peut y avoir aussi des valeurs value. Et d'ailleurs, le fonds, il a un PE inférieur à celui du marché. Ok. Aymeric, vous aussi, même approche chez vous, beaucoup de thématiques, on se rappelle, éco-solutions, capital humain, etc. Donc vous proposez une offre qui est variée. Est-ce qu'on a un biais valeur de croissance? Alors la réponse est oui, puisque d'une part, les valeurs ISR ne sont pas toutes des valeurs de croissance, mais il y a un biais valeur de croissance par nature, puisque beaucoup de secteurs comme l'énergie, les métaux, les mines, etc., je
dis pas qu'il n'y a pas de société ISR dans ces secteurs-là, mais globalement, ce sont quand même des secteurs qui sont beaucoup moins favorisés pour tout ce qui est ESG. Et ensuite, dans les thématiques, par définition, si on choisit d'investir dans une thématique, c'est qu'on pense que cette thématique se développe plus vite et qu'elle a un foyer de croissance. Donc, par nature, on a un biais croissance. Ça, c'est incontestable. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a les valeurs value qui marchent mieux qu'on va complètement changer notre fusil d'épaule. Donc, oui, il y a un biais croissant. Mais je voudrais quand même tempérer ça, en particulier dans le fonds qui s'occupe de la transition énergétique. Et je rejoins ce que vient de dire Arnaud, il n'y a pas que des valeurs d'hypercroissance, il y a des valeurs qui sont en train de transformer leur modèle. Et ça, c'est une chose à laquelle on est très attentif, et pas simplement depuis cette année. Oui, on peut investir dans une thématique. Vous aimez bien les transformations de modèles. Exactement. Et surtout, on sait qu'il y a des cycles sur le marché. On a eu un cycle extrêmement long de croissance. Il ne faut pas acheter que de la croissance. Donc il faut avoir la possibilité, dans un fonds thématique, il faut que le gérant puisse ajuster en fonction des valorisations, tout simplement, de ses anticipations. Donc la réponse, oui, il y a un biais croissance, mais dans les fonds, on est très attentif à pouvoir aussi ajuster et faire bouger le portefeuille. Olivier Guillou, est-ce qu'il y a un biais valeur de croissance dans la gamme d'Ecofi ? Oui, notre gamme, en fait, est plutôt orientée développement durable, donc clairement, il y a un biais de valeur de croissance. Mais ce biais, en fait, on a des possibilités de l'ajuster, les effets négatifs. Donc c'est des fonds multithématiques où on peut bouger le curseur entre les valeurs plus ou moins défensives, plus ou moins agressives. Et donc dans l'allocation, il y a des marges de manœuvre, mais clairement, il y a un biais croissance durable. Ok, alors en fait, cette émission s'appelle « Comme me donne l'envie ». Pourquoi j'ai choisi ce titre ? Parce que je savais que j'allais vous plomber le moral pendant tout le début de l'émission. Donc là, on vient de se plomber le moral tranquillement en regardant l'évolution des marchés. Je voudrais qu'on continue, qu'on change un peu, mais ça nous permettra de finir en beauté. Nous, on est en Europe, on est en train de dire la finance durable, formidable, tout le monde est d'accord, etc. Et donc, je voudrais vous faire réagir à des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que moi, j'ai vu certains États américains, la Floride, le Texas, qui ont commencé à dire gérant qui fait de l'ISR, etc., on ne veut plus en entendre parler. On dégage. Olivier Guillou, ça vous inspire quoi ? C'est un mouvement qu'on découvre. Alors, il est pour partie lié à des problématiques politiques, notamment aux États-Unis, mais globalement, la genèse de ces phénomènes, on peut l'expliquer également par la dérive des prix énergétiques et toutes les conséquences que ça a sur la vie des gens. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que les choses qui probablement étaient feutrées avant ne le sont pas. Elles deviennent publiques. Donc clairement, il y a certains États, notamment dans le cadre de la gestion de leurs fonds de pension, qui ont ciblé certains établissements bancaires. Et la réalité, c'est que ça marche, puisque certains établissements, notamment des banques américaines, sont très en retrait par rapport à des accords qu'ils avaient signés, notamment à Glasgow, pour limiter, un peu temporiser les... voilà, donc il y a quelque part, ça joue. Encore une fois, la question de savoir si c'est quelque chose qui est de court terme, compte tenu de la conjoncture, notamment sur la crise énergétique, la guerre en Ukraine, ou si c'est une posture de plus long terme. Aymeric Préaubert, votre sentiment, le nouveau roi Charles aura le droit de rester à la maison et sera privé d'un discours à la COP27. On a le sentiment que les Anglais font un peu marche arrière. Là encore, est-ce que ce qui paraissait comme étant un truc admis par tout le monde n'est pas en train d'être assez sensiblement challengé ? Ça, j'en sais rien, mais j'y crois pas trop. Concernant la posture des Texans, parce qu'il faut appeler ça une posture, c'est comme souvent le cas aux États-Unis et en particulier au Texas, il y a une forme de brutalité, il y a une forme d'excès. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ça non plus au pied de la lettre, même si la semonce est sévère. Je dirais aussi que si on regarde les choses dans la réalité, le Texas, évidemment, c'est un État, c'est probablement l'État où qui produit le plus de pétrole aux États-Unis. Il y en a d'autres, mais c'est le principal producteur. Mais 15% de l'énergie consommée au Texas est d'origine renouvelable. Donc ils ne sont pas complètement anti. Ce n'est pas pour les défendre que je dis ça, c'est pour faire la part des choses. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Bien évidemment, dire on ne touche plus à l'ESG, les sociétés responsables et les banques responsables, on n'investit plus, c'est totalement ridicule de faire ça. Ça n'a aucun sens de s'exprimer de cette manière-là. Mais pour moi, ça a quand même un mérite, qui est celui de mettre fin à l'angélisme de l'investissement responsable. Et ça, c'est un de nos chevaux de bataille, qui est de dire, si être responsable, c'est simplement acheter les bons élèves qui font rouler leurs commerciaux dans des Tesla
et qui disent « Ah non, nous, les cimentiers, les pétroliers, on ne regarde pas parce que ça pollue », on ne changera pas les choses. Et ça, c'est un discours que l'on tient depuis très longtemps. Et il est vrai que pour faire, je pense, de l'ISR utile, il faut donner des capitaux, que ce soit nous en tant qu'investisseurs ou des banques comme financeurs, vers des sociétés qui aujourd'hui sont partie du problème, sont les pollueurs, mais qui sont en train d'apporter des solutions. On pourrait prendre plein d'exemples. En Scandinavie, des producteurs d'acier qui utilisent de nouvelles façons de produire, qui consomment moins de CO2, ou qui utilisent des sources renouvelables, etc. Ça, c'est pas du rêve, ça. Mais il faut aider ces gens-là, parce que sinon, il ne se passera rien. Arnaud. Donc le fait de dire pour les Texans, on touche pas à l'ISR, c'est excessif et c'est complètement erroné, mais il faut repenser la façon dont on aborde le problème. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on voit une radicalisation des positions. C'est-à-dire que la Californie ferait l'inverse. Hein. Donc il y a en ce moment très clairement deux camps, le camp républicain et le camp démocrate. La bonne nouvelle malgré tout aux États-Unis, c'est que l'inflation de réduction de Act a un volet sur la transition énergétique qui est important, hein, 380 le plan Biden. Le plan Biden qui finalement a été voté au cours de l'été. On voit qu'il relance l'hydrogène, il relance l'ensemble de la sphère électrique. Donc très bien. De manière générale, je suis d'accord avec Raymond. Les pétroliers font partie de la solution, c'est pas le problème. Et ils ont les capitaux. Il faut les inciter à switcher les investissements, et ils le font pour partie. Mais les capitaux, ils viennent de là. Ils ont des masses et comme on dit, ils shiftent des trillions. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qu'il faut mobiliser, qu'il faut flécher d'une autre manière. Et on voit bien y compris dans la sphère solaire, etc., il y a des capitaux qui viennent de la sphère de l'énergie pétrolière. Et tant mieux, parce que c'est là qu'on mobilise le plus de force. Pardon, mais moi je veux bien, mais quand on regarde les comportements, nous on est en France, donc un acteur qu'on suit beaucoup, c'est Total. Il y a des débats sur les super profits. Total dit pas question qu'il y ait des super profits, parce que chez nous il n'y a pas de super profit. On va filer un dividende exceptionnel de 1 euro par titre d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre 1 euro de plus dans le solaire? Est-ce que ça n'aurait pas été plus cohérent dans la défense de dire les pétroliers doivent être aidés parce qu'ils sont une partie de la solution? Émeric? Non, moi je ne sais pas ce que sont que les super profits. Ça n'a franchement aucun sens, cette idée de super profit. C'est une arme brandie par certains politiciens. Quand en 2020, le baril tombe à 25 $ et est même devenu pendant quelques heures négatif, ce qui est complètement stupide, et que tous les pétroliers sur ce trimestre-là perdent de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les subventionner à ce moment-là? On parle de cycles très longs, donc les super profits non. Que Total donne 1 euro de dividende parce que, conjoncturellement, je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, le baril est extrêmement élevé, les profits sont très élevés, ça ne me choque pas du tout. Hein. Et Total a une politique très claire, pour prendre cet exemple-là en termes de dividendes. C'est-à-dire qu'en priorité, il y a des investissements à financer, il y a un bilan qui doit rester dans à peu près un axe 20-25% de levier, et puis ensuite, s'il y a un excès, il y a soit des rachats d'actions, soit des dividendes. Et là, aujourd'hui, vu les profits, effectivement, qui sont extrêmement élevés en ce moment à court terme, qu'il y a un dividende supplémentaire, pourquoi pas? Allez, dans les événements d'actualité, il y a naturellement la guerre. Est-ce que ça a changé la vision de l'ESG chez vous, Olivier Guillou? Il y a tout un tas de débats sur la défense, on n'intègre pas. Non, pas sur cet aspect-là de défense. Je crois qu'on n'est pas en dehors de la société. Donc il y a des choses qui sont permises dans nos investissements, il y a des choses qui ne sont pas permises. Pour Total, pour rebondir sur l'exemple de Total, nous, ce qui nous importe également, c'est la crédibilité de la trajectoire 2050, au-delà du dividende de 1 euro. Donc l'armement, en fait, ça dépend de la nature des produits, mais il n'y a pas d'exclusion. Encore une fois, on est dans une logique d'influence, on est dans une logique d'accompagnement, on n'est pas dans une logique d'exclusion, sauf sur des problématiques particulières qui seraient liées à des demandes particulières d'investisseurs. Mais dans un cadre général, on est plus sur quelque chose de raisonnable et raisonné. Ça a bougé chez vous un peu Globalement, les principes n'ont pas bougé. Spécifiquement sur l'armement, vraiment les critères qu'on va regarder en priorité, c'est la déontologie, l'éthique des affaires. Mais les grands groupes d'armement européens, pour autant qu'ils respectent précisément ces axes-là, elles peuvent être intégrées dans le portefeuille de manière assez classique. C'est la même chose chez nous. La guerre en Ukraine n'a pas changé notre politique d'investissement. Simplement, elle a peut-être rappelé à certains que de dire exclure systématiquement l'armement, ce que nous ne faisons pas, c'est de l'angélisme à nouveau.
On a besoin d'avoir des systèmes pour se défendre face à des États qui ont beaucoup moins d'éthique que nos démocraties. Donc ensuite, ça ne veut pas dire acheter tous les armements, tous les types d'armements. Il y a des pratiques qu'il faut surveiller, qu'il faut encadrer. Mais c'est bien évidemment indispensable. Aussi, on parlait d'accompagner des pétroliers, également d'accompagner des sociétés qui protègent notre modèle, tout simplement. Ça mène une question sur les métaux. En fait, on voit l'environnement, il est quand même un peu compliqué. Hausse des taux, on en a parlé en début d'émission, potentielle baisse des profits. Puis avec tous les panneaux solaires, tout ce qu'on est en train de faire autour de la transition énergétique, on a besoin de beaucoup de métaux. Finalement, c'est ce secteur-là qui était très cyclique, on est en train de se dire, mais la demande va être tellement forte que c'est un marché potentiellement intéressant. Vous le traitez comment, Arnaud Faller ? Bon, on ne fait pas de distinction par rapport à avant. Alors au passage, la demande va peut-être être forte, mais il faut juste se rappeler que la demande mondiale va peut-être baisser plutôt en 2023, y compris parce que la Chine ralentit beaucoup. Donc il n'y a pas de... Je ne crois pas que ça soit l'opportunité immédiate la plus forte qui existe, parce qu'encore une fois, la demande en Asie est en train de rebaisser. Et sinon, les critères ESG s'appliquent aussi, que ça soit sur les métaux ou le pétrole de la même façon, en regardant ce qu'ils font sur la trajectoire 2050, étape par étape, en plus de évidemment la gouvernance qu'il faut attacher, à laquelle il faut s'attacher avec beaucoup d'attention. Ok, petite page réglementaire. On va demander, les conseillers bancaires doivent, depuis le début août, les conseillers indépendants vont devoir, à partir du 1er janvier, demander les préférences ESG des clients. Donc on va être obligé de s'interroger pour savoir la proportion de l'investissement qu'on souhaite mettre dans des choses qui sont considérées comme durables par la taxonomie, la proportion des investissements investis dans des investissements durables au sens du règlement européen SFDR. Les principales incidences négatives de nos investissements. Aymeric, vous vous dites quoi? Vous vous dites que ça va attirer l'attention des épargnants ou que ça va les faire fuir? Moi, je me dis qu'il y a un énorme travail de clarification à faire. Parce que même nous, les professionnels, en tout cas je parle pour moi, on s'y perd un petit peu dans la multiplication des labels, des contraintes, de la taxonomie. Donc il y a vraiment, je pense, un travail d'explication à faire et de clarification. Nous avons participé au label ISR, on a été consultés, comme l'ISR, c'est pas quelque chose dont on parle depuis 2 ans, mais c'est depuis le début que c'est au cœur de notre démarche. Et il y a énormément de choses on avait énormément de remarques. En termes de lisibilité, par exemple, je parlais d'exclusion, on n'en fait pas spécifiquement, mais pour un particulier, pour qu'il comprenne un petit peu où il met son argent, lui expliquer ce qu'on peut acheter, ce qu'on ne peut pas acheter, déjà c'est un premier point. L'argument de la sélectivité me paraît aussi un petit peu spécieux. 20%, c'est pas suffisant. Il faudrait mieux, de manière proactive, expliquer ce qu'est un fonds à impact selon, et donc créer des catégories, parce que c'est trop fourre-tout sinon. Le capital humain, c'est une chose, l'environnement, c'est autre chose, l'impact positif social. Donc je pense, on n'a pas de réponse définitive, ce sont des sujets très complexes, mais je crois qu'il y a un besoin majeur de clarification sur ce plan-là. Olivier Guillaume. Oui, il y a eu le Forum de l'investissement responsable a fait une enquête annuelle et on voit toujours apparaître effectivement une forte demande pour l'investissement ISR et finalement peu d'élus. C'est-à-dire il y a une forte demande, mais les gens ne connaissent pas forcément les produits. Et c'est vrai que cette profusion réglementaire qui est certes utile puisqu'elle fait suite à la COP21. De ce côté-là, on peut se féliciter que l'Europe soit plutôt leader puisque c'est une question de leadership aussi. Donc ça, c'est des aspects positifs, mais on a les grands principes, mais on n'a pas les outils. On n'a pas la boîte à outils. Et la boîte à outils, en fait, ça prend un peu de temps à la construire. Donc tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de termes techniques qui sont associés à cette réglementation. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que petit à petit, les entreprises vont devoir fournir, alors c'est une contrainte pour elles, mais encore une fois, elles vont devoir fournir des indicateurs. Et donc, on va pouvoir, nous, de notre côté, côté analyse des entreprises, remplir les cases et effectivement aboutir à un schéma qui soit un peu plus intelligible. Est-ce qu'Arnaud, il n'y a pas un risque que les investisseurs imposent aux sociétés de gestion la prise en compte majeure des incidences négatives? Parce que tout le discours qui existe aujourd'hui, c'est de dire la transformation, etc. Le fait que le troisième point
ça soit les incidences négatives. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait des gens qui disent mais moi et qui du coup mettent les conseillers en difficulté en disant mais moi je veux pas d'armes, moi je veux pas de pétrole, moi je veux pas ci, moi je veux pas ça, parce que votre raisonnement il est très bien, mais il est quand même assez sophistiqué pour choupinette. Mais les incidences négatives, par la réglementation européenne, on est obligé de les tenir compte. Et là, autant la réglementation n'a pas été ultra claire sur la partie active durable ou taxonomie, autant sur les incidences négatives, il y en a 14, c'est assez précis. Franchement, là, le boulot est relativement bien fait. En revanche, il y a un risque de confusion, et ça, c'est triste parce que tout le monde a envie de progresser sur la finance durable et l'autorité ne nous aide pas totalement, puisqu'on demande à publier des ratios sur des notions qui n'ont pas été bien précises en amont. Et donc, c'est pour ça que sur la place, malheureusement, il va y avoir des interprétations différentes. Normal, la définition va arriver plus tard. Donc, c'est pour ça qu'à contrario, il nous semble que le label, ça sera un peu un guide, au moins un cap à donner, parce que lui, les définitions sont plus précises. Donc là, il y a en ce moment une consultation pour qu'il y ait une V3, c'est-à-dire une version différente de progrès. Je pense qu'on va inciter les sociétés de gestion, par exemple, à exclure le fossile non conventionnel. C'est plutôt une bonne idée. Pour autant qu'on le définisse avec des seuils, mais comme on l'a fait déjà sur le charbon. On va exclure le fossile non conventionnel. On va aussi inciter les sociétés de gestion à exclure les controverses les plus aiguës. Il commence à y avoir pas mal de bases de données sur les controverses. Alors, il faudra faire son travail comme il faut, c'est-à-dire les plus aigus, OK pour les exclure, et les autres, OK pour engager avec les sociétés pour qu'elles mènent elles-mêmes des plans d'action pour résoudre ces problèmes de controverses. Parce que les controverses, on voit très bien que ça peut tuer l'image, est évidemment la plus importante pour pas mal de business. Donc, ça progresse étape par étape. On n'est pas forcément au bout, mais le fossile non conventionnel, les controverses et puis les principales adverses négatives. L'idée, c'est que ça sera inséré dans le label, mais encore une fois, la définition est pour une fois pour l'Europe, ce coup-ci, eh bien, c'est moins le cas pour la proportion d'actifs durables ou de taxonomie, où là, il faudra attendre. Mais je partage le point de vue avec Olivier. La bonne nouvelle, c'est que pendant 2 ans, ça sera compliqué, mais que horizon 2024-2025, les sociétés vont publier. Quand je dis les sociétés, on parle de 50 000 sociétés, y compris des petites caps, y compris des vraiment petites caps. On va avoir des données, aussi bien en tant qu'analyste financier que citoyen européen, sur, par exemple, le taux de recyclage des déchets, par exemple, le nombre de mètres cubes d'eau gaspillés, évités, etc. Et on va pouvoir faire notre boulot de A à Z, parce qu'on aura des données auditées, tracées, comparables et libres de droit au passage, où on va pouvoir faire des comparaisons sur l'ensemble de monde extra-FI, comme on a pu le faire historiquement depuis X années sur la partie financière stricto sensu. Bien, on m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un trait, qui me font l'envie de vivre et le désir, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Le texte de ma fiche n'est pas de moi, mais de Jean-Jacques Goldman, il était interprété par Johnny Hallyday. On vient de faire un point assez dur sur tout ce qui se passait, mais je l'espère aussi assez pédagogique. C'est notre dernière réunion du Club de la Finance Autrement de l'année. Et donc, j'avais envie qu'on termine par une note. On a fait de la pédagogie, mais par une note positive, en se disant, voilà, on n'a quasiment pas parlé de produit de l'année. Donc, on va conclure sur l'envie d'avoir envie. Je vais vous demander à chacun, déjà, puisque vous avez des gammes qui sont des gammes complètes autour de la finance durable, de me donner un produit sur lequel vous avez de l'envie. Arnaud, je commence avec vous, tiens. Donc, CPR Invest, hydrogène. OK. Aymeric. Sycomore Écosolutions, transition énergétique. Olivier. Ecofi, trajectoire durable. Allez, c'est parti. Non, je ne veux pas commencer avec vous parce que j'avais oublié tout à l'heure. J'ai commencé par Aymeric. Donc, Sycomore, Europe, Éco-Solutions, le pitch du produit. Le fonds investit sur un sujet qui est extrêmement vaste, qui est celui de la transition énergétique. Alors pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? La première chose, c'est que, bien évidemment, on parle d'un cycle qui va durer sur des décennies. Parce que changer de modèle énergétique, on peut dire ce qu'on veut, on ne va pas passer au tout renouvelable en 5 ans, ni même en 10 ou 15 ans. Donc on parle vraiment d'une tendance de fond qui aujourd'hui n'est plus remise en question par personne, et donc vraiment un grand boulevard de croissance. La deuxième chose, c'est que pour appréhender ces sujets dont on parle beaucoup, mais souvent, j'allais dire,
avec un manque de précision. Nous, on fonde notre analyse sur une métrique, parce qu'avant de parler d'investissement, je pense qu'il faut parler de méthodologie. Comment on adresse ces sujets qui sont des sujets complexes, qui sont des sujets qu'on ne peut pas mettre en équation à 100%. Et donc, on a développé une méthodologie, ça fait maintenant plus de 7 ans, qui s'appelle la NEC, Net Environmental Contribution, qui établit de manière objective, chiffrée, précise, pour chaque entreprise, sa contribution à la transition. Et la transition, c'est pas que le CO2, c'est beaucoup plus large que ça. Alors la NEC, j'ai pris le reporting, donc 46%, là où l'échelle est entre moins 100 et 100. Oui, exactement. Bon, l'échelle, on l'a pris de moins 100 à plus 100. Plus 100, c'est quand même des très très peu de sociétés, avec un baril 100 à 0. Et là, le fonds, effectivement, investit, c'est logique, sur des sociétés. Mais ce qui est intéressant, je dirais, c'est que le processus d'analyse, avant de parler d'analyse financière, que l'on mène, évidemment, comme dans tous les produits, est fondé sur cette analyse environnementale. Ça, c'est le second point. Je pense qu'il différencie le produit de beaucoup de concurrents, parce qu'il y a un certain nombre de fonds, et tant mieux, qui investissent sur ce thème du climat. Et puis le troisième élément, c'est que lorsque l'on a lancé le produit, il y a maintenant plus de 5 ans, on s'est dit, il y a une très forte mode à l'époque pour les valeurs de croissance, mais ça peut changer. Et on ne va pas changer l'orientation du produit parce que la mode change. Je pense qu'il faut avoir un fonds qui potentiellement peut donner de bons résultats quand les valeurs de croissance marchent bien, quand les valeurs de croissance marchent moins bien, ce qui est le cas cette année, puisque le fonds délivre relativement bien, enfin par rapport au marché, je parle. Et c'est ça l'intérêt, c'est que l'univers d'investissement de ce produit, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, est extrêmement large, diversifié. C'est pas simplement, même si ça fait partie de l'univers des éoliennes, des fabricants de panneaux solaires et Tesla, c'est beaucoup plus large que ça, parce que le problème de la transition énergétique, finalement, c'est un problème qui touche tous les secteurs, ou presque, les secteurs industriels qui touchent le BTP, la rénovation, la construction neuve. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vaste, et c'est l'intérêt de ce fonds, qui est une thématique qui est porteuse pour des décennies, mais qui intègre un univers d'investissement extrêmement diversifié. Je lis sur le reporting, objectif, donc l'indice de référence MSCI Europe, et vous avez label ISR, Greenfin et SFDR 9 sur ce produit. Il est présenté, il est pitché, Arnaud, l'hydrogène. D'abord, l'hydrogène, c'est enfin un secteur où l'Europe pourrait être leader, parce qu'effectivement, il faut un message d'espoir. Et donc, le message d'espoir, c'est que l'Europe va tenir compte de la crise énergétique qui, au passage, risque de durer plutôt 2 ans, puisqu'on voit les futurs sur le gaz, c'est plutôt baisse qu'à partir de 2024. Et on voit qu'il y a des accélérations massives d'investissement de la sphère publique. On l'a vu en France la semaine dernière sur l'hydrogène, mais les Allemands font la même chose. Et donc, enfin, un domaine où on peut être leader et sur un thème, effectivement, multidécennal, mais au moins, on va pouvoir résoudre notre problème de souveraineté énergétique qui nous fait tellement mal aujourd'hui. Notre idée, c'est bien d'investir sur la totalité de la chaîne, à la fois les énergies renouvelables, mais aussi la technologie de membrane, d'électrolyseurs, aussi la partie distribution et la partie des utilisations. Ça nous fait un univers assez large, parce qu'il y a des gens qui disent que l'hydrogène a quelques valeurs. Avec nous, en fait, comme on parle de l'ensemble de cet écosystème, on a 200 valeurs au moins dans l'univers disponible, et un peu plus tous les jours parce qu'il y a des IPO qui arrivent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas que des valeurs d'hypercroissance, parce qu'en fait, il y a pas mal d'investisseurs qui sont allés dans les fonds de clean energy et qui ont été déçus, parce qu'en fait, ils achètent des valeurs à 40, 50 de PE, et momentanément, ça peut s'ouvrir pendant quelques temps. Nous, on dit qu'on a une tendance de fond avec une valorisation, encore une fois, relativement faible, puisqu'en dessous de celle de l'indice, on est partout présent dans le monde, mais on a l'Europe qui est surreprésentée, et la bonne nouvelle, ça accueille le succès accueille le succès, puisque, en fait, on a maintenant, on va fêter les 1 an là, le mois prochain, et on a au-delà de 750 millions d'euros d'encours. C'est un thème qui plaît beaucoup aux Européens, d'avenir, on peut résoudre le problème de la souveraineté, et on n'a pas de problème de valorisation excessive, et donc c'est plutôt bien pertinent. Ok, comme je regarde votre reporting, l'objectif c'est de battre l'indice MSCI World. Oui. Même si en pratique, effectivement, lorsque je regarde la répartition géographique, on est très loin des 65% de l'indice sur le marché américain, puisqu'il y a seulement, j'ai pas mes lunettes, mais ça doit être 33%, 33% sur les US, le reste étant avec de fortes surpondérations sur l'Europe hors euro et la zone euro. Ouais. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que la plupart des fonds mondes, l'US sont ultra dominants, entre 65, 70, 75%. Avec ce fonds-là, on n'a pas la même chose que tous les fonds mondes.
On Ok, a donc aussi il y des a valeurs un peu de européennes patriotisme et asiatiques. économique européen dans cette histoire-là. On est les premiers visés par la crise. On pourrait aussi être les premiers visés par la sortie de crise. Ok, Voilà. super. Olivier Guillou, vous m'avez proposé Ecofi trajectoire durable. Là, on est dans de la thématique ou on est dans de l'ESG traditionnel? On est un peu sur les deux. Donc c'est notre véhicule d'investissement Action Zone Euro autour de cette thématique de l'homme et de la planète. Donc cette thématique, en fait, on la décline en allocation sectorielle. On va retrouver des grandes thématiques qui nous sont chères, qu'on retrouve dans d'autres fonds de notre maison, notamment sur la zone monde. Donc ces thématiques, elles sont 6 principalement. Concernant la planète, donc on va retrouver l'efficience énergétique. Donc c'est une thématique dont on a parlé ce soir qui est très importante. Les énergies renouvelables, évidemment. Là encore, ce qui est une partie de la solution. Et puis la gestion des ressources, des déchets, tout ce qui a trait à l'économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment des thématiques qui sont cruciales pour la planète. La deuxième partie, c'est l'homme. Donc c'est évidemment l'accompagnement de l'humain dans ce monde en bouleversement. Donc 3 thématiques qu'on met en avant. La santé, la nutrition. Donc la santé sur des considérations démographiques. La nutrition par rapport aux enjeux qu'on voit bien avec la crise en Ukraine sur la nourriture au niveau mondial. Les services à la personne, donc le vieillissement de la population. Et un dernier point qui couvre un peu tous ces aspects-là, et ça rejoint un peu le débat qu'on avait tout à l'heure sur la qualité des données, sur la traçabilité des données, sur le fait d'avoir de l'audit des données. Donc c'est tout ce qui est testing, inspection et certification. Et dernière petite question, vous me répondez en quelques mots. Tout à l'heure, parce qu'en se livrant à l'exercice, moi je suis toujours, chaque fois que vous me parlez d'un produit, je vais voir les reporting pour obtenir de l'info, parce que c'est ça qu'on les conseillait. Donc, Aymeric nous parlait de l'ENEC dans les reportings de Sycomore. Je suis allé chercher les reportings de chez vous. Et la note ESG se mesure selon quatre critères. Il y a le E, bon, ça c'est l'environnement. Il y a le S, ça c'est le social. Il y a le G, c'est la gouvernance. Puis chez vous, il y en a un quatrième, c'est la TE, la touche Ecofi. Oui, en fait, là on rentre peut-être, on soulève le capot, mais simplement c'est une expression différente où effectivement on reçoit des informations sur le rating des entreprises et on apporte une touche dans le sens où on pondère certains éléments qui nous sont chers de manière un peu différente. Ok, super, merci beaucoup. On a encore un peu débordé, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Quand on aime bien les sujets, on les traite à fond. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous cette saison. On continue tout de suite notre émission et on quitte l'univers du côté pour passer à un autre à l'affiche.